l'Iran a attaqué une base américaine en Irak. Pas le mois dernier, pas au sommet de l'opération Epic Fury. Hier, le lendemain du jour où les États-Unis ont mis Project Freedom sur pause, précisément pour donner à l'Iran l'espace nécessaire pour revenir à la table des négociations. Le lendemain du jour où Washington a fait une concession unilatérale de plus, dans un conflit où le schéma des concessions américaines est devenu si constant que les commandants les plus durs de l'Iran ont cessé de les voir comme des gestes de bonne foi. Ils ont commencé à les interpréter comme des signaux de faiblesse, et pendant que ces attaques contre les forces américaines en Irak étaient en cours d'analyse, autre chose se produisait. Quelque chose que les dirigeants iraniens n'avaient pas anticipé. Quelque chose qui sème maintenant la panique au plus haut niveau du corps des gardiens de la révolution islamique. Pas à cause de ce que l'Amérique a fait avec ses armes les plus puissantes, mais à cause de ce que l'Amérique a révélé au sujet du secret le mieux dissimulé de ce conflit. Ce que les États-Unis viennent de déployer au-dessus du détroit d'Ormuz n'est pas un nouvel avion. C'est pas un nouveau système de missiles. C'est pas une technologie que l'Iran n'a jamais vue auparavant. Ce qui a été déployé est beaucoup plus dangereux pour la position de négociation de l'Iran que n'importe quelle plateforme d'armement isolée. C'est de l'information, du renseignement en temps réel, précis, exploitable sur tout ce que l'Iran tente de cacher. Et la méthode par laquelle cette information a été extraite raconte l'histoire d'un piège si soigneusement construit que le CGRI y est entré en croyant avancer vers une occasion à saisir. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre pourquoi l'Iran continue d'attaquer les forces américaines et de frapper des pays du Golfe tout en affirmant en même temps vouloir négocier. Parce que la contradiction au cœur du comportement de l'Iran en ce moment dit tout ce qu'il faut savoir sur qui contrôle réellement la République islamique. La réponse, c'est le CGRI. Et le CGRI ne veut pas d'accord. Le New York Post l'a rapporté directement. Les gardiens de la révolution, avides de guerre, maintiennent leur emprise sur l'Iran pendant que les États-Unis préservent un cessez-le-feu fragile. D'un côté de la guerre civile interne de l'Iran se trouve le CGRI. C'est l'organisation militaire idéologiquement engagée qui a traité le ministre des Affaires étrangères de traître, qui a placé le président du Parlement en résidence surveillée et qui a lancé des attaques contre les forces américaines et les infrastructures des États du Golfe. Tout cela pendant un cessez-le-feu que la faction civile modérée tente simultanément de transformer en véritable règlement négocié. De l'autre côté se trouve cette faction civile, les modérés, qui comprennent l'arithmétique économique de la situation actuelle. Ceux qui savent que le blocus coûte à l'Iran des centaines de millions de dollars chaque jour. Ceux qui peuvent lire les données sur le stockage pétrolier, montrant que les dommages permanents aux infrastructures s'accumulent à chaque heure où les exportations restent bloquées. Ceux qui tentent désespérément d'obtenir une forme d'accord avant que la prochaine phase de l'action militaire américaine ne commence, à une échelle que Trump a explicitement décrite comme beaucoup plus élevée et beaucoup plus intense que tout ce que l'Iran a connu jusqu'ici. Les modérés ne peuvent pas négocier efficacement parce que le CGRI ne les laissera pas faire. Et le CGRI continue d'attaquer parce qu'il s'est convaincu que le schéma des concessions américaines signifie que la réticence de Washington à relancer pleinement Epic Fury est une contrainte qui peut être exploitée indéfiniment. 3 médias distincts ont publié 3 versions différentes des exigences américaines actuellement sur la table. Chacune est plus révélatrice que la précédente de l'écart entre ce que Washington veut et ce que la faction dure iranienne permettra au gouvernement civil d'accepter. La version du Wall Street Journal est la plus complète. Une interdiction de l'enrichissement pendant 20 ans. L'Iran remettrait tout l'uranium enrichi à un pays tiers. Une déclaration publique iranienne affirmant qu'il ne cherche pas à obtenir des armes nucléaires. Le démantèlement de Fordo, Natanz et Ispahan, les 3 principales installations iraniennes d'enrichissement nucléaire. Une interdiction de tous les travaux nucléaires souterrains et des inspections à la demande avec des pénalités automatiques pour toute violation. C'est pas une bonne entente pour l'Iran. C'est une entente extraordinaire pour les États-Unis. Si l'Iran acceptait chaque élément de cette liste, cela représenterait un recul plus profond de son programme nucléaire que tout ce qui a été obtenu en plusieurs décennies de diplomatie multilatérale. L'uranium enrichi
qui représente des années d'investissement iranien dans la dimension la plus sensible de sa capacité nucléaire, quitterait le pays. Les installations souterraines, précisément conçues pour résister aux frappes aériennes américaines, seraient démantelées. Le régime d'inspection donnerait aux observateurs internationaux un accès que l'Iran refuse depuis des années. C'est exactement pourquoi cette version de l'accord n'est presque certainement pas celle que l'Iran acceptera. Une entente aussi avantageuse pour Washington est une entente qui détruit le récit politique intérieur de chaque membre de la faction, dur ayant bâti sa carrière sur l'idée que la résistance de la République islamique aux pressions américaines constitue le fondement même de la légitimité du régime. La version d'Axios est différente et plus révélatrice de la direction que les négociations pourraient réellement prendre. Selon Axios, la Maison-Blanche estime s'approcher d'un accord sur un protocole d'entente d'une page. Pas un accord de paix, pas un accord nucléaire complet, mais un document cadre qui mettrait fin au conflit immédiat et créerait les conditions nécessaires à des négociations nucléaires plus détaillées par la suite. Les conditions sont considérablement moins exigeantes pour l'Iran. Un moratoire sur l'enrichissement nucléaire pendant la période de négociation. Pas d'enrichissement, pas de déplacement d'équipements nucléaires, pas de transfert des stocks d'uranium enrichi pendant que les discussions se poursuivent. En retour, les États-Unis lèvent les sanctions et débloquent des milliards de dollars en fonds iraniens gelés. Les deux camps lèvent leur blocus, le détroit rouvre au transit commercial normal, et un compte à rebours de 30 jours commence pour parvenir à une entente nucléaire à plus long terme. Sur le plan structurel, cela se rapproche de ce que l'Iran proposait lui-même il y a environ une semaine. Ouvrir le détroit, lever le blocus, débloquer les fonds, puis négocier les détails nucléaires ensuite dans un processus séparé. Si la Maison-Blanche s'est rapprochée du cadre privilégié par l'Iran, la question qu'il faut poser honnêtement est la suivante. Qu'est-ce que l'Iran a accompli, militairement ou diplomatiquement, pour justifier ce déplacement ? La réponse militaire est rien. Les destroyers américains transitent par le détroit. Les attaques iraniennes contre ces destroyers échouent complètement. Les infrastructures côtières iraniennes sont détruites dans des frappes d'autodéfense. Les vedettes rapides du CGRI finissent au fond de la mer. Les pétroliers iraniens sont neutralisés avant de pouvoir atteindre les ports iraniens pour soulager la crise de stockage. Depuis le début d'Epic Fury, l'équilibre militaire n'a pas basculé en faveur de l'Iran selon la moindre mesure observable. La réponse diplomatique est également rien. La Chine a publiquement appelé à la réouverture du détroit. La Russie récolte des revenus pétroliers exceptionnels grâce à la flambée des prix de l'énergie, tout en offrant à l'Iran qu'un soutien rhétorique. Les États du Golfe achètent pour 25 milliards de dollars de systèmes américains de défense aérienne. Les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP et coopèrent avec le Trésor américain pour démanteler l'architecture bancaire parallèle de l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères est allé 2 fois à Pékin et en est revenu sans aucun engagement chinois concret d'aider. Les concessions offertes dans la version du protocole d'Axio ne sont donc pas des concessions que la performance militaire de l'Iran a méritées. Elles semblent être des concessions motivées au moins en partie par le calendrier politique de Washington, plus précisément par le voyage prochain de Trump en Chine le 15 mai, déjà reporté une fois à cause d'Epic Fury, et auquel l'administration préférait se présenter avec la situation iranienne réglée ou au minimum officiellement mise sur pause plutôt qu'en pleine escalade active. La faction dure iranienne est assez sophistiquée pour lire ce calendrier. Si Washington a besoin que la situation iranienne soit réglée avant un sommet majeur avec la Chine, et si le silence de l'Iran en réponse à l'échéance est interprété comme une tentative d'extraction de levier plutôt que comme une véritable indécision, alors la stratégie du CGRI, faite d'attaques continues et d'obstruction aux négociations, a une logique politique intérieure, même si elle n'a aucun sens militaire. Mais il y a une dimension de cette situation que les durs iraniens n'ont pas entièrement intégrée à leur stratégie. Et c'est cette dimension, plus que n'importe quel déploiement d'armes ou frappe militaire précise, qui produit une véritable panique dans les plus hauts rangs du CGRI.
L'écart informationnel se referme, et il se referme vite. Chaque attaque lancée par l'Iran depuis le début de la période de cessez-le-feu a exposé quelque chose. Chaque missile retracé jusqu'à son point de lancement a ajouté une coordonnée à l'image de ciblage américaine. Chaque drone retracé jusqu'à sa zone de préparation a rendu le réseau dispersé et dissimulé, un peu moins dissimulé. Chaque vedette rapide sortie de sa base côtière souterraine et détruite a révélé l'emplacement de la base d'où elle venait. Il s'agit des infrastructures souterraines que l'Iran a passé des décennies à construire. Des cités de missiles creusées dans les montagnes, des bases navales à 500 mètres de profondeur, des sites de lancement dispersés, conçus pour compliquer les représailles parce qu'ils étaient trop nombreux et trop cachés pour être ciblés préventivement. Tout cela est en train d'être cartographié en temps réel par l'architecture de renseignement, de surveillance et de reconnaissance que l'Amérique a déployée dans la région précisément à cette fin. L'opération du 7 mai a démontré cette capacité avec une précision extraordinaire. 3 destroyers positionnés comme appât ont provoqué une attaque utilisant simultanément chaque élément de la doctrine iranienne de déni maritime. SM de drone, missiles de croisière, missiles balistiques, vedettes rapides, activation complète d'éléments dissimulés sous terre. Tous ont laissé des signatures de lancement menant des coordonnées que les systèmes de ciblage américains ont enregistrées et converties en ensemble de frappes avant même que l'attaque ne puisse se conclure. Aucun navire américain n'a été touché. Tous les éléments offensifs iraniens ont été détruits et les infrastructures de lancement cachées depuis des décennies ont été frappées avant de pouvoir retourner dans la dissimulation. Le CGRI ne peut pas défaire cela. Il ne peut pas redissimuler ce qui a été exposé. Il ne peut pas restaurer les positions de lancement frappées à leur niveau d'invisibilité d'avant l'attaque. L'asymétrie informationnelle sur laquelle reposait la stratégie de dissimulation de l'Iran a été durablement réduite dans les lieux précis exposés par l'attaque. Et chaque attaque supplémentaire lancée par l'Iran la réduit encore davantage. C'est le piège dans lequel les commandants durs de l'Iran sont entrés en croyant que le moment était venu de frapper. Ils avaient raison de penser que le moment semblait favorable. Les alliés américains étaient divisés. Project Freedom avait été annoncé sans coordination. 3 destroyers semblaient exposés dans des eaux contrôlées par l'Iran. La frustration accumulée après des semaines de blocus et de pression économique créait les conditions psychologiques du coup décisif que la doctrine du CGRI promettait. Ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est que le fait de sembler exposé était précisément le but. Que le moment qu'ils prenaient pour une occasion était en réalité un mécanisme destiné à extraire les données de ciblage que le renseignement américain cherchait depuis des années. Le président iranien, dans une déclaration publiée sur une plateforme de médias sociaux interdite à l'intérieur de l'Iran depuis plus de 68 jours, a reconnu que les prix montaient et a appelé à agir contre la spéculation et la thésaurisation. Il a publié ce message sur Twitter où ses propres citoyens ne peuvent pas le voir. Le seul public capable de le recevoir était la communauté internationale et les responsables du régime disposant d'un accès Internet spécial. C'est le comportement d'un gouvernement qui sait que sa situation intérieure est catastrophique, tout en étant incapable de reconnaître cette catastrophe devant son propre peuple. La coupure d'Internet qui a privé 90 millions d'Iraniens de communication mondiale depuis plus de 2 mois n'est pas le signe d'un gouvernement confiant dans son récit. C'est le signe d'un gouvernement qui craint ce que son peuple dirait s'il pouvait communiquer librement. Des journalistes d'Al Jazeera qui ont réussi à entrer en Iran documentent une réalité que la propagande du régime ne peut pas atteindre. L'inflation crée de l'anxiété chez les gens ordinaires, avec des prix qui montent chaque jour, surtout des œufs aux voitures, en passant par l'or. Des résidents décrivent un cessez-le-feu en suspens, avec des pressions économiques et des sanctions qui continuent de faire des dommages, même si les bombardements actifs sont arrêtés. Des commerçants disent que même si la guerre se termine bientôt, les dégâts prendront 10 à 15 ans à réparer. De petits entrepreneurs disent que leur situation s'est détériorée depuis le cessez-le-feu parce que rien ne s'est réellement amélioré. Un panneau d'affichage au centre de Téhéran montrant le visage de Trump avec le détroit d'Ormuz scellé sur sa bouche porte le slogan « Au point de rupture ». Ce n'est pas un panneau sur la faiblesse américaine. C'est un aveu sur la réalité iranienne.
Le régime a installé un panneau parlant d'un point de rupture. Quelle que soit l'intention de propagande derrière sa création, le message qu'il communique à quiconque le lit, honnêtement, est que quelque chose à l'intérieur de l'Iran approche d'un seuil qui ne peut pas être géré par la seule défiance. Les négociations censées produire une entente avant l'expiration de l'échéance se déroulent par plusieurs canaux, avec plusieurs versions du document. Elles sont menées sous la médiation de responsables pakistanais qui transmettent des messages entre des parties qui ne se parlent pas directement. Tout cela est compliqué par la guerre factionnelle interne en Iran qui n'a laissé aucune voix unique et autoritaire capable de prendre un engagement contraignant. Trump a dit directement au New York Post qu'il était trop tôt pour planifier des négociations en personne. Mais il a aussi dit qu'il y avait des signes indiquant que l'approche par téléphone produisait certains mouvements positifs. Le langage est prudent. La confiance est calibrée. Le signal le plus important est la réserve que Trump lui-même a attachée à sa déclaration sur l'accord. À supposer que l'Iran accepte de donner ce qui a été convenu, ce qui peut être une grosse supposition, Le président américain signale publiquement sa propre incertitude quant à savoir si l'Iran respectera les engagements pris par une faction alors qu'une autre faction contrôle la capacité militaire de les violer. C'est le problème central que les responsables de la Maison-Blanche ont identifié comme le principal défi de la négociation. Un accord conclu avec la faction modérée, que le CGRI ignore ensuite ou mine dans les faits, n'est pas un accord. C'est une violation du cessez-le-feu en attente d'être annoncé. La mention par Trump de l'armement des manifestants iraniens ajoute la dimension absente de la plupart des analyses de la situation actuelle. Lorsqu'on lui a demandé si les États-Unis prévoyaient fournir des armes aux forces d'opposition iraniennes, Trump a répondu « Je ne veux pas dire ça ». Mais oui, la logique qu'il a proposée était directe. 200 000 personnes peuvent manifester dans les rues pendant que 5 ou 6 personnes armées commencent à leur tirer entre les deux yeux et la manifestation prend fin. Les armes changent ce calcul. Le pouvoir intérieur du CGRI repose ultimement sur sa volonté et sa capacité d'utiliser la force létale contre les citoyens iraniens qui menacent le contrôle du régime. En janvier de cette année, le régime a tué des dizaines de milliers de manifestants pour maintenir son emprise. La capacité et la volonté de répéter cette violence sont ce qui permet à la faction dure de bloquer les tentatives de négociation de la faction modérée. Une population ayant accès à des armes capable de dissuader cette force létale est une population où le calcul de répression intérieure du CGRI change. C'est pas une solution à court terme, mais c'est une dimension que les commandants durs de l'Iran doivent maintenant intégrer à leur évaluation stratégique de ce que produit la défiance continue. L'échéance du protocole d'entente est passée, l'Iran n'a pas répondu oui, il n'a pas répondu non, il n'a pas répondu du tout. Et le silence qui a suivi est interprété à Washington d'une manière qui rapproche l'évaluation de la conclusion, selon laquelle de véritables négociations ne sont pas possibles avec la configuration actuelle du leadership iranien. Project Freedom a été suspendu, mais les moyens militaires sont en position, les porte-avions sont dans le détroit, les avions sont en alerte, les sous-marins sont dans les profondeurs. L'image de renseignement du 7 mai est en train d'être intégrée au système de ciblage qui en savent maintenant plus sur les emplacements du réseau côtier dissimulé de l'Iran qu'avant l'attaque. Si Project Freedom redémarre, Trump a dit sous quelle forme il redémarre. Pas comme la même opération qui a été suspendue, mais comme Project Freedom Plus avec d'autres systèmes en parallèle. Un effort plus large et plus complet pour établir le trafic commercial dans le détroit en utilisant tout le poids de la présence militaire américaine dans la région. Et si le protocole n'est pas signé et que les bombardements reprennent, la description explicite de Trump de ce à quoi cela ressemblerait est un niveau beaucoup plus élevé et une intensité beaucoup plus grande que l'opération Epic Fury, qui était déjà la campagne militaire la plus complète menée par les États-Unis dans cette région en une génération. Les commandants du CGRI qui ont attaqué les forces américaines en Irak le lendemain du jour où Washington a fait une concession unilatérale pour préserver le cessez-le-feu ont fait un calcul. Ce calcul est que la réticence américaine à revenir à des opérations militaires à grande échelle est une contrainte permanente plutôt qu'une patience temporaire, que le schéma des concessions va continuer, que l'échéance de 48 heures sera prolongée comme toutes les autres échéances dans ce conflit.
que la défiance n'a pas de conséquences permanentes. Les renseignements recueillis au-dessus du détroit d'Ormuz le 7 mai suggèrent qu'ils ont pu être mal calculé quelque chose de fondamental sur ce qui arrive lorsque la dissimulation échoue et que l'information remplit les systèmes de ciblage de l'armée la plus capable de l'histoire, humaine. Le piège tendu avec 3 destroyers comme appât a extrait une information qui ne peut pas être rendue. L'infrastructure exposée par sa propre utilisation ne peut plus redevenir invisible. L'image de renseignement construite, en retraçant chaque signature de lancement, en temps réel, est maintenant construite. Et elle grandit. L'Iran ne peut pas croire ce que les États-Unis viennent de déployer au-dessus du détroit d'Ormuz. Pas parce que c'était quelque chose de nouveau, mais parce que c'était quelque chose d'ancien utilisé d'une nouvelle manière. C'est l'information retournée contre la dissimulation, la patience transformée en piège, et un réseau qui a pris des décennies à bâtir, en train d'être cartographié au moment même où il est utilisé. Le CGRI panique, pas parce qu'il a perdu 6 vedettes rapides le 4 mai ou ses infrastructures côtières le 7 mai, mais parce qu'il commence à comprendre que l'actif stratégique le plus précieux qu'il possédait, la dissimulation de ces cités de missiles souterraines, est en train d'être systématiquement compromis par la doctrine même pour laquelle il avait été conçu. Et l'échéance qu'il a ignorée reste attachée à des conséquences qu'il n'a pas encore subies. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.